Donc, bienvenue à tous. Je crois qu'on a utilisé la notion de fête, c'est arrivé spontanément, donc c'est comme une fête de vous voir tous et de partager ces moments avec vous dans un esprit de partage, de co-création et de plaisir. Nous avons eu grand plaisir à cheminer ensemble avec Pascal. C'est aussi l'histoire de notre rencontre, une rencontre de cœur, de résonance. Et nous espérons que nous allons semer des graines et que nous allons, par la joie qui nous habite de ce partage, de provoquer chez vous un intérêt et peut-être des idées qui vont émerger au fur et à mesure de nos échanges. Parce que ce qu'on a envie de vous proposer, c'est de regarder ce modèle en donnant des repères. Qu'est-ce que c'est que cette bête-là, la permaculture, et comment est-ce qu'elle peut s'appliquer à nos mondes? C'est dans l'air du temps, c'est sûr, et tant mieux. J'étais dans une grande conférence où il y avait beaucoup de monde avec Perrine Hervé-Gruyer, l'une des dames du Bec et Loin, et elle disait, mais il devrait y avoir une micro-ferme dans chaque village. Et quelqu'un, dans un des commentaires du post LinkedIn que j'ai fait, a dit « Oh, saine concurrence », mais bien sûr, et tant mieux, plus on est nombreux à avoir des micro-fermes qui utilisent ces concepts et ces principes, mieux c'est. À ce sujet, je vous recommande déjà le MOOC de permaculture fait par l'Université des Colibris, à l'occasion duquel j'ai entendu cette conférence de Perrine Hervé-Gruyer. Voilà, donc en réfléchissant, en utilisant des notes, pendant ce temps, on a eu un peu de place pour réfléchir récemment. J'ai eu le grand plaisir, et c'est exactement ça les écosystèmes, de voir que depuis 5-6 ans, des choses qui m'intéressent ont fait du sens. Et quand j'ai commencé à en discuter avec Andra, par exemple, on n'était pas toujours d'accord, et tant mieux, mais ça résonnait entre nous. On espère vous proposer ce dialogue qui a été fertile pour nous, vous proposer des temps, vous allez avoir 3 moments où vous pourrez vous réunir en petits groupes pour que ça fasse aussi du chemin, et surtout que dans les temps prochains, vous puissiez en faire quelque chose, un peu comme quand on envoie des graines dans le vent, on ne sait pas où elles tombent, on ne sait pas sur quel sol elles vont tomber, ça pousse pas, ça donne un arbre ou une plante qu'on n'a pas prévu. Dans le contexte actuel, cette rencontre et cet esprit de cheminer avec vous dans cette dimension intelligence collective, avec ces 3 principes, être en résonance les uns avec les autres et accueillir, inviter les synergies pour que l'émergence se produise, nous semble avoir encore plus de sens. S'il vous plaît, piquez-nous nos idées. C'est de l'open source. Hein. Toi, tu as un autre concept, Andra, que j'aime bien, que tu peux nous décrire. Hein. Le warm data. Le warm data, donc c'est ces données tièdes. C'est un terme qui a été inventé par l'Institut Bateson et Nora Bateson, qui est la fille de Gregory Bateson. C'est cette notion des data, des informations qu'on se permet de reconnecter, d'accueillir ces interdépendances, les liens qui intègrent les éléments du système complexe et donc avoir la place pour ces liens qu'on n'a pas l'habitude de faire lorsqu'on accueille la data froide, c'est-à-dire les données quantifiées et les données scientifiques. Donc, se permettre ce mouvement, cette dynamique des éléments qui arrivent à nous et de tisser avec et de co-créer quelque chose qui peut être très, très porteur de sens pour nous tous. Mais en réalité, on est déjà dans le cœur de ce qu'on a envie de faire. C'est comme les mycorhizes qui relient des racines entre les arbres et qui transmettent des informations, et je crois qu'on ne sait pas tout. Si nous, on arrive à se connecter et puis à connecter à d'autres gens, il se passera quelque chose qui est bien différent de ce qu'on trouve uniquement dans des bouquins. Et pour ça, je trouve que Zoom est épouvantable. J'adorerais qu'on soit tous dans une salle. Je ne sais pas vous, mais moi, j'en ai assez marre d'être en Zoom. En même temps, je suis enchantée parce que sinon, on ne serait pas si nombreux. Donc, je voudrais vous proposer un temps de reliance entre nous. Et pour ceux qui en ont envie, prenons un petit peu de temps pour nous relier à toutes les personnes qui sont là. On est 48, il y en a plus d'inscrits, il y en a qui arrivent. Et je vous propose de vous installer dans votre siège, confortablement, plutôt en vous appuyant par le dos. Changez de position par rapport à celle que vous avez maintenant. Fermez les yeux.
Inspirez profondément. Sentez-vous relié par les pieds, par un point au centre des pieds jusqu'à la terre, jusqu'au magma au centre du globe, et puis par un fil qui part du haut du crâne, quelque part dans le ciel. Et entre les deux, il y a vous. Et à l'intérieur de vous, il y a un endroit, peut-être très petit, peut-être pas petit, qui est le lieu où se trouve la source de toute créativité. Cet endroit qui frémit, celui qui a frémi en moi quand j'ai eu envie de proposer ces ateliers. Trouvez-vous à l'intérieur de vous ce petit endroit. Il n'a pas besoin d'avoir de nom, il n'a pas besoin d'avoir d'intention nommée. Il est nourri par tout ce qui est. Et en tout cas, beaucoup de traditions disent que c'est là que germe ce que les Indiens appellent en sanskrit le sankalpa, notre intention brute, notre raison d'être au monde. Trouvez cet endroit, continuez à être relié au ciel et à la terre. Et à l'intérieur de vous, il y a ce petit endroit lumineux qui bat, qui irradie. C'est une intention qui n'a peut-être pas encore de nom. C'est une graine d'idée qui est plantée en vous, une notion qui va germer, qui va mûrir, jusqu'à devenir réalité et à nourrir votre vie. Et je vais vous proposer à partir de cet endroit d'inspirer profondément et puis d'expirer en étendant autour de vous la lumière de ce petit endroit qui est dans vous et de nous relier tous ensemble. Pensez aux 50, 60 personnes qui sont présentes là et puis celles qui ne sont pas présentes mais qui partagent ces valeurs et ces envies. Inspirez profondément. Nourrissez cette petite lumière à l'intérieur de vous et dans le souffle, dans l'expire, reliez au-delà des limites de votre corps, comme une bulle de lumière qui s'étend à d'autres gens qui partagent ces valeurs. Et puis vous ramenez à l'intérieur de vous simplement la conscience de ces autres gens. Et je vous propose de le faire encore 2 fois, très profondément. On n'est pas tout seul dans son salon, dans son bureau, mais on est relié avec plein de gens qui ont envie de partager ce temps. Voilà. Puis quand c'est le moment, sentez les pieds sur le sol, vous pouvez les taper par terre, vous tapez un peu vos mains, vous remuez les doigts. Voilà. Et puis vous revenez. Tu peux voir là-dessus si tu veux. Merci. Est-ce que les bailleux, vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît? Bienvenue de retour. Il y a cette notion d'émergence et de lien qu'on ressent entre les éléments, des liens qu'on ressent mais qu'on ne nomme pas. Et après, lorsqu'on les nomme, il y a des éléments nouveaux et des idées qui peuvent émerger. Depuis que nous préparons cet atelier avec Pascal, on a eu donc différentes expériences et on a partagé autour de nous. Et l'anecdote, c'est un lien avec une nouvelle organisation qui s'est créée, qui s'appelle la Climate Coaching Alliance. Depuis janvier, je fais partie de cette alliance des coachs pour le climat qui a émergé suite à une prise de conscience une réflexion collective, nous, en tant que coachs et superviseurs, de notre place, de notre légitimité et de notre besoin de faire quelque chose. Et je me suis donné comme mission, après avoir participé à des calls avec des coachs de différentes parties du monde autour de cette initiative autour du climat, de amener quelque chose et monter une communauté CCA en France. Et lorsque nous avons parlé avec Pascal, donc il y a eu
un élan du cœur que j'ai eu de partager et de dire aux trois initiatrices de ce mouvement, qui sont en Angleterre et en Australie, que j'ai parlé de mon implication de manière ouverte, que je me suis en quelque sorte exposée en mettant ça dans ma bio pour cet atelier. Et de fil en aiguille, ce qui s'est passé, c'est qu'elles nous ont invités à animer ce type de workshop au sein du CCA. Et c'est arrivé en même temps que nos préparations pour l'atelier. On s'est dit, c'est extraordinaire quand même. Et c'est une preuve à nouveau que quand on sème des idées et on s'autorise à aller dans ces liens, les choses se passent. Et donc, les choses se passent de manière très naturelle, de manière très spontanée. Merci. Peut-être connaissez-vous la notion ou le principe des incredible edibles, les merveilleux, incroyables comestibles. Moi, j'adore ça. Je les ai découverts au moment du film Demain de Cyril Dion. Et puis après ça, j'ai été à Todmorden, l'endroit où ça a pris naissance. Alors pour faire un stage de compost, c'était autre chose. Mais j'ai vraiment vu cet esprit dans une ville qui est de taille moyenne, hein, où chaque espace cultivable est dédié à la production de légumes et aussi de beauté, et c'est partagé. Et j'ai eu l'occasion, peut-être comme certains d'entre vous, j'ai entendu dire que les entrepôts de Rungis étaient pleins en mars et qu'il y avait des surplus. Donc j'ai acheté pour 50 € de légumes bio et j'ai été livrée d'un demi-semi-remorque de légumes. Je parle d'abondance, donc je ne savais absolument pas quoi faire, je suis seule. Et dans ma petite rue parisienne, j'ai mis les caisses avec des panneaux « Servez-vous » parce que je ne voulais pas que ça se perde. Et à mon grand bonheur, il y a des gens qui ont mis des cadeaux. Ils ont pris les légumes et ils ne les ont pas pris en sacs entiers. Et je trouve ça vraiment merveilleux qu'on puisse avoir des idées et qu'on les partage et qu'on fasse des incredible edibles d'à peu près toutes nos actions. Voilà un des premiers repères qui m'anime beaucoup en tout cas. Du désir, de la beauté et de l'abondance. Et je rajouterai le don et la générosité. Ouais. Tu parlais de liberté, Andra. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'important dans la liberté. Oui, c'est aller dans cette permission, aller se sentir libre de faire ces associations et aussi de parler autour de nous de ce qui nous traverse, de ce qui est fertile pour nous en ce moment, de ce qui émerge. Et je discutais avec une ancienne cliente qui est DRH d'un groupe international dans l'agroalimentaire et je lui parlais de notre sujet, de l'inspiration de la permaculture. C'est l'énergie collective qui naît dans les équipes. Donc, les équipes devant l'adversité, disait-elle, font preuve d'une forme de résilience et d'esprit de corps qu'elle trouvait extraordinaire et qu'elle trouvait fertile par rapport à cette période que nous traversons. Et en lien avec cet exemple, donc l'idée, c'est de réfléchir autour de qu'est-ce que c'est que cette notion de fertilité. Qu'est-ce qu'on entend par fertile, que ce soit le sol, la terre, et donc en permaculture, on part du principe que la terre ne se laboure jamais. C'est bien ça, Pascal. Hein, la terre est fertile par définition. Parce que dans nos premières conversations, on était oui, comment est-ce qu'on laboure le sol? Je vois, malheureuse. Mais justement, qu'est-ce qu'on fait pour être le plus léger possible, qui est un des principes de la permaculture selon Mawson, et pour que ce soit fertile. Et dans la période actuelle, il y a déjà plein de choses qui ont émergé. Vous êtes là, vous avez le temps d'être là, vous en avez envie sans doute. Et je ne sais pas vous, mais moi j'ai été soumise à tellement de propositions qui m'ont alléché qu'il y a un moment où ça débordait par contre. C'était plus que de l'abondance et c'était pas sobre. Autre principe de permaculture. Donc une première invitation pour travailler autour de cette, ou phosphorer ou échanger autour de cette notion de fertilité. Comment ce que nous vivons en ce moment, au niveau individuel, mais aussi avec vos clients, avec vos partenaires, vos salariés, comment cette période peut être fertile, comment elle peut être source de renouveau, comment elle peut laisser une énergie nouvelle apparaître. On laboure pas, mais on regarde ce qu'on peut semer. Parce que vous avez déjà semé, que vous avez déjà vu, l'observation, on va en parler tout à l'heure.
Qu'est-ce qui est fertile? D'accord. Et en Donc, restant dans cette énergie de cœur et de partage, et sans forcément tirer des conclusions ou essayer de construire, mais juste être en résonance les uns avec les autres. je vais vous dire quelques mots d'une des grandes spécificités de ce mouvement, qui est à mes yeux une philosophie, et qui est de mettre en avant des principes d'éthique, l'éthique de la permaculture. Cette éthique, c'est bon pour la planète, bon pour les hommes et abondant et partageable. C'est probablement ces principes qui distinguent la permaculture d'à peu près n'importe quel autre outil de gestion de projet. Chaque mot a importance. Un système créé consciemment, vertueux, qui crée de l'abondance et qui prend soin de la ressource, voire la renouvelle. Voilà. Donc, voilà la fameuse définition. Et quand on lit ces principes d'éthique et ces principes sur cette définition, on a déjà pas mal, pour moi en tout cas, d'éléments qui peuvent donner du sens. Je me souviens, Pascal, devant cette définition que tu as partagée avec moi, m'a surpris sur la notion de il n'y a pas de déchets. La notion même de déchets n'existe pas en permaculture. Les résidus sont toujours réutilisés, ils sont réinjectés dans le système à un autre niveau. Donc, il y a une forme de circularité et de mobilité dans l'ensemble des éléments. Et c'est super intéressant de réfléchir à soi et par analogie, à se dire, est-ce qu'il y a des résidus chez moi que je n'utilise pas, que je traite comme des déchets? De réfléchir à toutes nos activités à l'aune de ces principes. Celui que tu cites est très important, c'est rien n'est considéré comme déchet, on y reviendra tout à l'heure. Est-ce que ça a une efficacité, en particulier énergétique, ce qu'on est en train de faire? Moi, il y en a une que j'aime beaucoup, bien qu'elle soit difficile, c'est qu'on travaille beaucoup au début pour travailler moins plus tard. Alors, ça ne marche pas toujours, mais je trouve ça assez fantastique. 6 repères qu'on a discuté beaucoup avec Andra, et c'est ce qu'on va faire maintenant, parce qu'ils m'ont semblé être des questions qui sont vraiment intéressantes à se poser. Donc, je vous les cite brièvement et puis on reviendra en détail sur les 6 principes. 6 repères, pardon. Ce ne sont donc pas les principes des pères de la permaculture. Le premier, c'est le principe d'observation. On regarde ce qui se passe autour. Et là, en ce moment, on a un petit peu plus de temps pour regarder ce que pas mal de gens ont nommé au début du confinement l'essentiel. On y reviendra. Le deuxième des repères, c'est l'attention apportée au fameux design, que ce soit le design d'une ferme, d'un lieu de vie, le design d'une vie, mais aussi son design à soi. Et bien entendu, ce qu'on a envie de voir advenir pour le monde. Un autre, c'est de prendre en compte les rythmes circulaires, les saisons, et ce qui se passe à des moments différents, dans des temporalités différentes. Ce qui est, vous le savez déjà, bien différent de ce que nous vivons en général, en tant qu'occidentaux et citadins, pour certains d'entre nous, où on a la lumière électrique, où on fait semblant d'avoir des journées, des activités identiques dans l'année, tous les jours, sans tellement prêter attention à ce qui se passe à l'extérieur. La sobriété, c'est quelqu'un que je ramène ici, vous connaissez peut-être ce livre, qui était pour moi un très grand cadeau quand je l'ai découvert. Le principe de sobriété qui est aussi énoncé par les stoïciens, par exemple, dont on parlera aussi. La réflexivité, grand terme qu'utilisent les coachs, les psys, mais pas que eux, les ingénieurs aussi, le REX. Mais qu'est-ce que je regarde et avec quelle intention est-ce que je regarde ce qui s'est passé, ce que j'ai fait, pourquoi faire? Et enfin, la récolte, la cueillette. L'abondance, elle vient du fait que toutes nos actions en circularité, elles ont un objet. Et ce n'est pas, justement pas que des principes. Pardon. Donc, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Voilà ces 6 principes que nous allons vous décrire
un à un maintenant. Peut-être que ça fait déjà du sens. Pardon, pas ces principes, ces repères, encore une fois. Voilà. Andra, est-ce que tu veux dire quelque chose? Oui, je voulais juste parler de cette représentation graphique circulaire que nous avons choisie, étant donné que bon, ces 6 repères, ce ne sont pas les seuls, mais c'est ceux qui nous semblaient et qui semblaient à Pascal d'abord les plus importants par rapport à notre manière de les intégrer et d'utiliser l'analogique par rapport à notre posture, à nos métiers en tant que coach. Et donc, c'est ces trous et c'est cette circularité qu'on essayait de représenter. C'est vrai, parce que quand la première fois que je t'ai présenté ça, tu m'as dit, mais tu es en train de me décrire un coaching, là. Exact. Et oui. Ouais. Et oui. Et il n'y a pas que le coaching. On est bien sûr avec la SF Coach, mais Ouais. on peut utiliser ces repères avec beaucoup d'autres éléments. Ouais. Donc, dans notre processus aussi, on a suivi ces éléments de manière très intuitive et à certains moments de notre élaboration ensemble, on se dit, là, on est en sobriété, on enlève, là, on a mis trop, là, on va être plutôt en réflexivité sur comment on ajuste par rapport à. Donc, en fait, on a regardé en méta au niveau de notre processus et on a essayé aussi de regarder qu'est-ce qui émerge et est-ce qu'on est en train de le vivre plutôt qu'en train de l'élaborer mentalement. Donc, c'était assez intéressant de partager cette expérience. alors, le premier qui est très mis en lumière, c'est le principe d'observation. C'est regarder ce qui se passe. En tout cas, je ne sais pas vous, mais moi, dans les premières semaines de confinement, j'ai eu plus de temps que d'habitude pour regarder en tout cas ce qui se passait chez moi. C'est autre chose que les informations qui arrivaient. D'ailleurs, j'ai cessé de les laisser rentrer. Laurent Audoux, qui était notre prédécesseur sur une conférence de la SF Coach, avait utilisé à propos de crise et de panne, il avait utilisé l'analogie avec les grandes marées où le terrain, la mer se retire très très loin et on a intérêt pendant une crise à regarder avec attention ce qu'il y a dans l'estran. Il y a parmi nous un confrère dont l'entreprise s'appelle Estran, et c'est lui qui m'a appris qu'on pouvait regarder cette portion que la mer découvre pendant qu'elle est découverte. Salut Jean-Louis. Et observer. En permaculture, ce qu'on apprend et qui demande du savoir aussi, c'est que tout fait sens et que par exemple, ce qu'en agriculture ou en jardinage conventionnel, on appellerait une mauvaise herbe, ça s'appelle une adventice en termes savants, c'est une herbe, une plante qui dit quelque chose sur le terrain. Donc on a le choix, façon ancienne, on passe beaucoup d'énergie et beaucoup de temps à l'arracher et puis elle reviendra, ou bien on la contient. Et surtout, au démarrage, on regarde ce qu'elle dit. Certaines plantes indiquent que le terrain est plutôt argileux, d'autres que le terrain est plutôt sableux. Ce sont les grandes différences de terrain. Et ça va nous donner des pistes sur ce qu'il est possible de faire pousser dans ce terrain-là à moindre effort, ou bien au contraire, ce qui va être compliqué de faire pousser. C'est ce que nous faisons lorsque nous écoutons un client, qu'on reçoit son premier besoin afin de l'aider à formuler ses objectifs. Qu'est-ce qu'on observe et comment est-ce qu'on observe? Et là, à chaque fois, on a associé une qualité, une compétence, et c'est celle de l'intuition qui vient à la rescousse ici. Mais la connaissance semble vraiment importante. Encore une fois, je ne sais rien sur ces dites mauvaises herbes, à moins d'avoir appris à les reconnaître et d'avoir appris ce qu'elles indiquent. Et puis aussi, à cet endroit-là, je trouve que avoir un regard sur nos systèmes de pensée, sur les idées reçues, est vraiment importante. À cet endroit-là aussi, il y a le principe d'intégrer ce qui nous embête le plus, la mauvaise herbe. Et ça va être vraiment important pour le futur. Je peux m'observer en train d'éprouver une émotion pas bien favorable à l'issue
du confinement sur ce que je vais voir les gens faire comme des fous et que je n'ai pas envie de les voir faire, et avoir un peu de recul par rapport à cette observation. J'ai retrouvé une phrase de la Boétie dans le discours de la servitude volontaire, qui doit être un de mes livres préférés, que j'adore et que je lis à ceci, à regarder mes idées. Il dit « Ce n'est pas en luttant contre la tyrannie qu'on parvient à l'éliminer, mais en comprenant ses mécanismes, qu'on parvient à ne pas la subir ni à la désirer. » Moi, j'adore ça. Mais c'est difficile, hein. Voilà, il va falloir comprendre. Et c'est ce que fait la démocratie participative, par exemple, plutôt que d'aller dans la rue. Et enfin, comme qualité pour l'observation, je les prends à Stephen Gilligan, pour ceux d'entre vous qui le connaissez, qui est un maître pour moi, et aussi à Charmer, que j'ai entendu dire ça il n'y a pas très longtemps. Oui, on vous donnera la citation, bien sûr. Il parle toujours de regarder alors Gilligan dit chaque symptôme, mais on regardait tout avec courage, avec tendresse et avec curiosité. Et j'adore, en anglais, il dit fierceness, tenderness and playfulness. Et je trouve ça tellement joli d'utiliser ces trois principes. Voilà, plein de plus sur la manière dont on peut observer et prendre du temps sur l'estran quand la mer s'est retirée pour l'observation. La notion de playfulness fait éveiller en moi cette curiosité de l'enfant qui explore et finalement l'émerveillement devant quelque chose que je ne connais pas, que j'observe avec un regard neuf. Et si nous faisons le lien avec la période que nous traversons, c'est aussi ça qui est intéressant, de nous observer dans nos réactions, dans nos modes opératoires, dans nos manières d'être avec nos clients, de retrouver une forme de vulnérabilité partagée. Et j'avais envie de partager l'exemple, je fais partie d'une initiative de coaching solidaire avec une des organisations de coaching. Et lors de la deuxième séance avec cette jeune coach, il y a eu quelque chose d'assez magique qui s'est produit. Il y a eu des étincelles. Elle a été très innovante et je me suis sentie dans un accueil, dans une forme de co-créativité avec elle. Et on a observé ensemble, mais qu'est-ce qui a généré ça? Bien sûr, le lien peut être fait aussi avec la réflexivité, mais c'est plutôt observer en moi ce qui se passe. Et je me suis interrogée, est-ce que c'est parce que c'est une supervision hors contrat commercial? Est-ce que je suis quelque part dans une permission plus grande qu'avec une supervisée traditionnelle? Est-ce que j'ai un désir inconscient de la transformer en cliente qui va payer au bout de ces 3 séances? Donc, c'est intéressant de s'observer aussi et donc ramener cette phase d'observation aussi dans la notion de permaculture de soi, mais aussi de soi en tant que coach. Et ce questionnement est très fertile et ça nous provoque d'autres, ce qu'on appelle les ripple effects, les effets, les ondes qui se propagent et qui nous permettent de faire les liens avec les autres dimensions. Et effectivement, quand on travaillait sur ce mini-modèle, si on peut l'appeler ainsi, avec Pascal, on s'est dit, non, là, c'est pas en observation, là, c'est en saison, non, là, c'est en réflexivité. Et finalement, on s'est dit, mais tout est en tout. Tout est dans tout et on fait des paris de les séparer et de voir ces repères, comme on les a appelés, comme des éléments qui nous guident. Et l'observation est fondamentale dans la manière cyclique qu'on a choisie. Vous parlez du second repère, qui est sur le design, qui est celui du design. Donc le design en permaculture, en vraie permaculture, c'est le moment où on s'assied et on décide, on dit qu'est-ce qu'on veut faire. Alors soit on a déjà le foncier, comme ils disent, le terrain, soit on ne l'a pas.
Et donc, quand on dit qu'est-ce qu'on veut faire, eh bien, vous voyez que ça part d'un désir. Et je trouve ça tellement intéressant, après avoir observé, de s'interroger d'abord sur le désir, sur le rêve, avant de le frustrer par tout ce qui est possible, qui n'est pas possible. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on désire? Et prendre par cette entrée-là, une fois qu'on a observé, quand on a observé, on a déjà trié, hein, on a déjà retiré des choses, on a déjà recadré nos croyances et nos certitudes. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on désire? Donc, ça me permet de vous dire que la permaculture, ce n'est pas la création d'un potager et encore moins la fabrication de belles planches. Il y a des méthodes qui intègrent le vivant dans la création d'abondance en jardinage, mais ça, je vous renvoie à des magnifiques livres. Mais c'est vraiment l'intégration de ces 6 principes, de ces 6 repères qui va faire que quelque chose va devenir fertile, abondant, conscient et va préserver la ressource. Donc le design, c'est qu'est-ce que je veux faire et quels sont les différents morceaux que je mets ensemble, tout en étant conscient, on le verra plus tard, qu'il va se passer des choses dont je ne suis pas responsable. On peut avoir une intention dans le design, un désir, okay, et mettre des morceaux ensemble. Donc, disposer les éléments, ne pas nuire, c'est là qu'on applique les différents principes, hein, que ces éléments soient vertueux ensemble, qu'ils se nourrissent. Il y a une autre notion que j'adore, dont j'avais entendu parler par Norbert Alter il y a bien longtemps, qui était la notion du marginal séquent, celui qui est à la fois dans le cadre, mais un petit peu en dehors du cadre. Je crois que beaucoup d'entre nous, accompagnants, on est là. C'est celle de l'effet dit de bordure. On utilise ce qui est entre une chose, un élément défini et l'autre. Par exemple, au bord de la mare, la lisière de la forêt. Là, il se passe des choses qui sont un mélange entre les deux mondes. Et dans notre design d'un autre monde, on a vraiment intérêt à regarder ces effets de bordure. Voilà, il y a plein de principes on vous les écrira, qu'on vous invite à lire, on vous invite à réfléchir dans le design de votre projet de formation, de votre vie personnelle. Et prendre ce temps en réinterrogeant son désir est vraiment important. Et bien entendu, en mettant en œuvre les principes d'éthique dont on a parlé. Ici, la vertu principale, c'est celle du courage. Le courage de dire, de nommer, de raconter, d'aller chercher, de frotter. Puis il y en a un autre, c'est le courage de renoncer. Parce qu'on n'est pas du tout dans le désir d'avoir le jardin qui ressemble à celui du magazine de décoration. Ou bien on n'est pas dans le désir de faire pousser quelque chose sur un terrain qu'il ne peut pas. J'ai un grand champ en Provence, qui est un champ de cailloux, donc dans lequel on a planté des oliviers qui poussent, qui vont avoir peine à pousser. Mais avant de connaître le moindre de ces principes, en bonne parisienne, moi j'y ai planté des arbres fruitiers, ben, ils sont tous morts. Je ne savais pas, ce n'est pas l'endroit. J'ai appris la rétroaction. Donc il faut faire avec. Faire avec, c'est vraiment difficile. Comme je vous le disais en vous citant la Boétie, c'est faire un pas vers ce qui nous est compliqué pour mettre ensemble. J'ai un terrain hyper argileux, eh bien, je vais faire avec mon terrain argileux, ou alors à très grand coût et probablement sans beaucoup d'efficacité, je vais remplacer toute la terre. Mais c'est sans doute pas ça qu'il faut faire. L'analogie que j'ai trouvée vraiment intéressante et à laquelle je contribue quand je le peux, c'est un design d'une autre forme de vie sociale et du coup l'utilisation de la démocratie participative. Alors elle a du mal à rentrer en ce moment, mais ça commence, ça démarre. Voilà, le design et le désir. En t'écoutant, Pascal, j'ai repensé à une expérience lorsque j'habitais dans l'Anjou il y a plus de 15 ans et j'ai eu le premier contact avec la terre et avec un potager. Et j'ai planté des plants de tomates en quinconce.
je me suis dit, ben, elles auront plus de soleil, ça va être plus joli dans le jardin. Et donc, il y a cette notion de beau, d'esthétisme qui m'a plu. Et donc, Monsieur Lemoine, qui était le monsieur qui s'occupait du jardin pour les autres maisons, en jetant un coup d'œil, il me dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Il faut tirer une cordée, il faut les aligner, les plants de tomates. Et donc, c'était intéressant parce que je repense en me disant, mais j'ai eu le courage de faire autrement. Et donc, j'ai utilisé une forme d'intuition et j'ai répondu, mais moi, je choisis de garder mes plants de tomates en quinconce. Et je pense que c'est important, la notion de courage. Je repense souvent à qu'est-ce que c'est, ce qui me vient là, c'est la définition d'Aristote. Donc, c'est le juste milieu entre la peur et l'audace. C'est finalement, j'ose aller dans un sens qui n'est pas le sens traditionnel ou qui est différent ou qui sort, mais j'assume et je trouve que c'est cet élan du cœur qui me propulse à dépasser, à intégrer ma peur pour sentir l'énergie qui me pousse vers une forme d'action, vers l'audace. Et finalement, je me disais aussi, je faisais le lien avec le test and learn et les startups en me disant, mais les startups, elles ont aussi cette philosophie et comment c'est difficile des fois d'être dans le test and learn, ne pas contrôler le outcome, le résultat, et de se sentir un peu naviguer à vue. Et c'est une forme de design effectivement qui est nouvelle, qui interpelle. Merci. Les Il m'est saisons. revenu en t'entendant une phrase que j'adore, prêtée à Victor Hugo, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est le fond, c'est la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. J'adore ça. C'est ce qu'on crée, en fait, ça part de valeur et ça part de quelque chose qui est là dans le fond. Okay. Troisième des repères, celui des saisons. C'est évident quand on parle d'un jardin. Ça l'est parfois un peu moins quand on regarde notre façon de faire en Occident, en tout cas, où on a une certaine linéarité des projets. Il y a un début, il y a une fin, il y a des étapes. Alors que ce qui est proposé ici, ce qui est dans notre expérience du monde et que en tant qu'individu nous avons vécu, c'est bien plus une circularité. Nous parlons de cycle qu'il soit cycle de la vie d'une femme ou d'un homme, évidemment cycle menstruel, cycle de la lune, cycle, etc. Donc c'est vraiment intéressant de voir que culturellement, il y a quelques personnes qui sont des spécialistes de culture ici, certaines cultures, je dirais principalement occidentales, pas mal de racines protestantes, on va dire, on voit une linéarité. Tu grandis dans le ventre de ta mère, tu nais, tu passes une vie, tu meurs, et ensuite tu vas soit au paradis, soit en enfer, soit quelque part. Et les deux modèles, c'est intéressant de regarder fréquemment comment ils peuvent se frotter. Parce que si on regarde en Asie, où il y a des principes de réincarnation, je vous rappelle que la réincarnation, ce n'est pas un but en soi. Hein. On se réincarne jusqu'à ce qu'on ait suffisamment nettoyé pour aller ailleurs. Mais en tout cas, on revient. Et je me souviens dans des négociations en Chine, où quelqu'un disait « J'ai raté le train cette fois-ci, je le reprendrai, ça reviendra, on en reparlera ». Et c'est très, très différent. Alors, pour revenir à nos projets, c'est intéressant, vraiment pour moi, ça l'a été, de frotter cette habitude de linéarité et puis cette réalité vraiment vécue de circularité. Ça parle pour le jardin, mais aussi pour nos vies, de ne pas tirer sur les feuilles des radis pour les faire pousser. C'est un autre proverbe chinois, mais ça parle de nettoyer quand c'est le moment de nettoyer, d'utiliser les morceaux qui doivent être utilisés au moment où ils doivent l'être. Qu'est-ce qu'on fait avec ces cycles? Pour moi, c'est un très grand appel en ce moment, où on a des journées qui ont une certaine régularité, plus que je n'en ai d'habitude, et de me rappeler, à mes yeux en tout cas, tout est cycle, et de le rappeler à mes clients de temps en temps. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces saisons? Il y a un temps pour tout, dit-on. Je crois que c'est... qu'est-ce que nous faisons avec ces cycles et avec cette saison?
Sandra? Ce qui me vient, c'est aussi cette notion de spirale vertueuse. Donc, c'est des cycles qui sont évolutifs. Et c'est pas juste, on recommence un peu la même chose. Et ça renvoie aussi au cycle de notre modèle. Et toujours le soin de l'après et toujours la présence du cycle qui est en nous et qui nous guide dans cette spirale. Voilà, on vous a. Ouais, l'intérieur passe à l'extérieur. C'est tout à fait vrai. Il y a plein de philosophies. Quelqu'un qui écrit ça. Il y a plein d'inspirations, qu'elles soient taoïstes et bien d'autres, qui invitent à ne pas faire de distinction entre avant, après et intérieur, extérieur. Vous l'avez déjà entendu, on l'entendra encore. Il ne va pas y avoir d'après cette crise qui est vécue en ce moment. Il va y avoir un avec. On en reparlera quand on parlera de réflexivité. Et comment on va faire avec. Et en automne, une fois qu'on a récolté les fruits, on regarde ce qui a fonctionné et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait en automne? On ne fait pas la même chose qu'au printemps. D'ailleurs, on ne regarde pas avec le même œil. En ce moment, pour ceux d'entre nous qui voyons quelques plantes et quelques fleurs, moi, je m'émerveille plus cette année des petites pousses que je ne l'ai fait bien des fois. Je suis consciente que c'est le printemps, que c'est le démarrage de quelque chose. La sobriété, donc je vous ai montré tout à l'heure ce petit ouvrage que je vous invite à lire si vous ne l'avez pas déjà lu, que j'ai relu il y a quelques jours. Pierre Rabhi, qui serait impossible de ne pas nommer ici. Dans les ressources que nous vous donnerons, il y a plusieurs films, plusieurs interviews, plusieurs moments qui l'honorent. Sobriété heureuse, qu'est-ce que c'est ce temps de sobriété? En fait, c'est l'idée de produire suffisamment et d'être dans la limite, de pouvoir donner et, comme on le disait, nourrir la terre en épargnant la ressource. Et cette question de la sobriété, je trouve qu'en ce moment, elle s'est vraiment révélée. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu, vous, mais on a vu des moments où on allait à l'essentiel. Il y a finalement des choses qu'on n'a pas achetées. Et moi, en tout cas, je me suis demandé est-ce que j'en ai besoin. Ça fait un moment que certains d'entre nous, il y a parmi nous des experts de la décroissance, dont une jeune femme qui est partie, et je vous mettrai ses coordonnées, qui organise des séminaires je ne sais plus comment elle l'appelle, mais de décroissance. Elle va me haïr, je ne me souviens plus comment ça s'appelle. La sobriété, Rabhi dit que c'est un antidote à l'abondance, à la surabondance sans joie dans laquelle on s'est enlisé. Il a des très belles phrases, Rabhi, je trouve. Et il dit aussi que la seule économie qui vaille, c'est celle qui produit de l'abondance, qui produit du bonheur avec de la modération. Je trouve ça joli. J'aime bien me rappeler ces phrases-là. Est-ce que ça me rend heureux, ça? En regard, je voudrais le mettre très vite. Je vous invite à faire connaissance, si vous ne les connaissez pas déjà, avec les 5 bugs humains qu'a cité Sébastien Voller dans son livre du même nom, que je vous cite très rapidement parce que ce sont des freins à la sobriété. Lui, en regardant la neurologie, explique que notre cerveau humain est câblé pour ne pas avoir de limite sur 5 points. Ce sont les siens. J'ai trouvé vraiment passionnant ceci. Et donc, c'est très difficile de ralentir et de réfréner. Lui, sa thèse est pourquoi est-ce que nous ne parvenons pas, nous, humains, à prendre soin de l'environnement. Et il dit que notre cerveau est câblé pour ressentir de la récompense, mais ne pas parvenir à s'arrêter sur 5 points. Je vous les cite très vite. Le besoin de nourriture. Donc on mange tant qu'on a à manger, ce qui amène à la gloutonnerie, un des péchés capitaux, si on ne s'arrête pas. Le besoin d'information. Et en ce moment, il y a des personnes qui font de binge d'information, les chaînes en continu. Avoir de l'information, c'est très important après l'observation pour pouvoir décider. Trop d'informations, ça
ça dépasse justement la sobriété qui nous est nécessaire. Un besoin de pouvoir, avoir du pouvoir sur les autres, et bien entendu, ça amène à la tyrannie. Un besoin de reproduction qui amène à l'hypersexualité. Et enfin, un besoin que j'adore, celui du moindre effort, et qui amène bien entendu à un autre des péchés capitaux, la paresse. Vous savez, les péchés capitaux, à mon avis en tout cas, ils ont été créés dans le dogme pour justement aider les humains, là de façon normative, à ne pas tomber dans ces travers. Donc je nous invite à regarder ces 5 besoins et à nous dire mais où est-ce qu'on en est et en quoi est-ce que, consciemment ou pas, ils m'empêchent d'aller vers cette sobriété qui est souhaitable. Et après, ben, quand je ne suis pas sobre, qu'est-ce que je fais? C'est pas, parce que c'est dramatique. Voilà, sur la sobriété. En lien avec notre métier aussi, c'est intéressant de mettre en perspective pour dire comment ça se traduit dans notre travail en tant que coach. Quand on utilise trop de modèles, ou on essaye d'apporter des solutions aux clients qui n'en demandent pas au lieu d'être en présence. On le voit avec nos supervisés aussi. Quand on est dans la surabondance d'outils, quand on fait une intervention d'entreprise pour une équipe, a-t-on toujours besoin de ces apports externes? Ok. Cette notion de s'affranchir du superflu, de faire avec l'essentiel, mais c'est justement l'accès vers l'essence qui est facilité par cet abandon du superflu, de l'inutile, du futile. En ce qui me concerne, en tout cas, c'est un questionnement constant. Hein. Qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui n'est pas? C'est intéressant de le garder. Oui, et je pensais aussi à l'introduction par Jacinda Ardern en Nouvelle-Zélande de cet indice du bonheur et une décroissance organisée et structurée pour remplacer le PIB par le Happiness and Wellbeing Index. Et je m'interrogeais en t'écoutant en me disant, mais est-ce qu'on peut coordonner et avoir un monitoring d'une décroissance? Est-ce qu'on peut aller vers une sobriété organisée collective? Je n'ai pas la réponse. 5e principe, celui de la réflexivité. Une fois qu'on a planté quelque chose, enfin qu'on a dessiné, qu'on a mis notre désir, qu'on a fait des efforts, qu'on a revisité les principes avec lesquels on a fait quelque chose, c'est intéressant de regarder qu'est-ce qui se passe. Donc ce sont les REX des ingénieurs, bien sûr, les retours d'expérience. Et ici, il y a quelque chose qui est proposé, qui est un peu, à mes yeux, aux antipodes de ce que font les ingénieurs. Et c'est l'idée de regarder ce qui se passe avec bienveillance, ou avec en tout cas du recul. Ce qui est arrivé est arrivé. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Plutôt que ce qui est arrivé, qu'est-ce qu'on a fait pour que ça déconne? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors bien entendu, on va apprendre et ne pas continuer à planter en haut d'une montagne pour que ça dévale pendant l'hiver. Je vous les ai cités dans la liste, il y a un homme qui fait des petites vidéos très sympas, très pratiques de permaculture. Et récemment, il en a créé une et il dit enfin, après 20 ans d'expérience, j'ose enfin me montrer dans ma vulnérabilité et vous raconter toutes les erreurs que j'ai commises dans mes 3 premières années afin que vous accélériez, vous, et que vous ne les commettiez pas toutes. Et il y en a quelques-unes qui sont vraiment hallucinamment drôles quand il les raconte, dont celle de mettre ses buts dans le sens de la pente et que, évidemment, l'hiver, elles sont toutes tombées. Et qu'a-t-il fait? Il les a remontées l'année suivante. Elles sont retombées. Il lui a fallu 2 ans pour voir que la pente était plus forte que son désir à lui. Et il les regarde avec bienveillance et donc en acceptant cette part de vulnérabilité. Je crois que ce sont les 2 éléments les plus importants, qui est bien éloigné du côté normatif. T'es pas assez bon, c'est pas assez bien, tu aurais dû faire différemment. Par là, c'est pas très loin du non-attachement des bouddhistes. Ok,
ce qui est est. Mais c'est vachement difficile hein, d'avoir ce recul détaché. Sandra, tu as quelque chose Oui, il y a une notion pour moi aussi de valider ses intuitions grâce à ces moments de pause. Et finalement, on parlait dans notre groupe de poser, de vivre cette période comme une période de poser et reposer. Et finalement, la notion de pause, elle est propice à la réflexivité et au retour sur les choix que nous avons faits ou pas, ou a-t-on écouté cette petite voix ou pas. En tout cas, moi, je me pose souvent cette question. Et dans les approches aussi de supervision, c'est assez intéressant d'observer les choix, d'interroger les choix que nous faisons, les options que nous n'avons pas prises et d'expérimenter dans cette situation. Et donc sortir du côté infaillible, du côté j'ai les réponses ou la direction. Super. Il y a quelqu'un dans le chat, Catherine, qui cite en effet les vidéos de Jacinta Ardern, qui sont assez passionnantes sur de la gouvernance, avec des réflexions très intéressantes. Enfin, de toute façon, je regarde le chat et il y a tellement de ressources passionnantes dedans. Bon, moi, je ne sais pas comment le gérer, mais je crois qu'il faudra qu'on le digère et qu'on fasse des réponses par la suite et qu'on le partage surtout. Je pensais aussi à Thich Nhat Hanh dans une de ses calligraphies quand tu parlais du bouddhisme, une calligraphie que j'ai dans mon bureau et c'est marqué This is it. Et cette notion de acceptation de ce qui est et accueil aussi, hein, c'est on accueille des choses qui arrivent aussi avec un sens. Elles viennent nourrir quelque chose chez nous et c'est le détachement et la sagesse qui nous permet d'être dans la réflexivité aussi. Sixième repère, la cueillette. La cueillette. Est-ce que les fruits que j'ai cueillis, est-ce que je cueille mes fruits déjà? Et est-ce qu'ils sont au goût de ce que j'avais espéré? Est-ce que je trouve d'autres fruits avec qui je les partage? Il y a beaucoup, beaucoup d'éléments sur la cueillette qui sont de l'ordre de la gratitude, la reconnaissance. Tiens, ben, j'ai bien bossé l'année dernière et ça porte ses fruits. Moi, j'ai suivi un cours quand j'ai commencé à planter mes fruitiers avec Malheur. J'ai suivi un cours au Jardin du Luxembourg très, très classique. C'est un cours qui existe depuis le Moyen-Âge d'arboriculture. J'ai appris des choses absolument passionnantes. Et j'ai aussi suivi des cours pratiques où on apprenait à tailler, à couper de façon à ce que les arbres donnent chaque année des fruits de bonne taille, sucrés, enfin la qualité de ce que nous désirions. Et c'est que comme ça que j'ai appris qu'en fait, la plupart des fruitiers, donnent plutôt tous les 2 ans. Et c'est parce que nous les gérons, d'une façon que je n'ai pas envie maintenant de mettre en œuvre, qu'ils donnent tous les ans. Je l'ignorais complètement. Et je trouve ça tellement intéressant aussi de regarder, mais qu'est-ce qui se passe quand mes petites pommes sont un peu sûres? Après tout, le pommier, il a décidé pardon, de mettre plein de fleurs. Je peux décider de retirer quelques-unes pour avoir un gros fruit. Ou bien il y a des petites pommes surettes. Qu'est-ce que j'en fais? Je ferai un petit exemple sur aussi la cueillette qui vient nourrir quelque chose qu'on a semé. Et je voulais faire l'exemple et prendre l'analogie de la satisfaction que nous éprouvons sans doute lorsque 5 ou 6 ans plus tard, un client revient pour vous faire part de son changement de vie et qui vous dit, en fait, je suis RH dans cette autre entreprise et j'ai repensé à notre travail de l'époque et j'ai envie. Et pour moi, c'est une forme de récolte aussi du don du début et du fait que nous semons. Des fois, lorsqu'on est dans une non-intentionnalité, la récolte est encore plus riche. Okay. Et des fois, ça remplace aussi les relances commerciales ou les démarches plus structurées. Voilà. Et vous, quand est-ce que vous utilisez au mieux ces repères? Et
Où avez-vous envie de les utiliser encore plus? Flow Game, où Andra et moi nous sommes rencontrés, hein, donc je voudrais les reconvoquer ici. On vous mettra les références, on vous invite vraiment à rencontrer ce processus comme étant exactement ce qui est arrivé à Andra et moi, un temps d'émergence, de clarification d'une question importante, qui est l'un des outils les plus puissants que j'ai rencontrés depuis un certain temps. Vers le Flow Game vous pourrez aller voir de quoi il s'agit, et il y aura les coordonnées de Chloé aussi dans la liste des autres en France. Je vous proposer 1 minute de recentrage à la fin de ce temps pour qu'on se reconnecte tous, et je vous propose de refermer les yeux, très vite de vous reconnecter à la Terre, au magma, au centre de la Terre, et par un fil qui part de votre crâne, aller loin, loin dans les étoiles. Quelque part à l'intérieur de vous, il y a ce point infini de connexion. Et puis vous sentez des petites racines qui partent de ce point, ou des petits éclairs, comme vous voulez, ce que vous voulez, qui relient à nous tous ici, et aussi à tous ceux dont vous pressentez qu'ils partagent ces valeurs et ces envies. Faites partir des petites racines ou des petits mycorhizes là, de lumière vers tous ces gens-là. Il n'est pas nécessaire de nommer l'intention, mais en tout cas, envoyez-la. Et en même temps, à cet endroit-là, faites tourner les 6 morceaux, les 6 points de repère. Juste les 6 couleurs qui vous restent. Faites tourner ça doucement, et puis comme tout à l'heure, vous allez prendre une grande inspiration d'une magnifique lumière de soleil, la porter à cet endroit-là en étant relié au magma de la Terre et au ciel très très loin, et en étant relié par tous les petits mycorhizes, tous les gens qui partagent ses désirs et ses valeurs. Et je vous propose, en soufflant, d'étendre cette lumière jaune, ce soleil, encore plus loin que les personnes avec qui nous sommes reliés ici. C'est comme si nous étions nous-mêmes un soleil et qu'on irradiait vers tout le monde étant ce monde que nous avons le pouvoir de guérir. Et vous ramenez vers vous cette lumière et la lumière du soleil. Et je vous laisse faire 2 grandes inspirations et expirations qui éloignent, qui poussent plus loin encore de vous en étant reliés cette intention de guérir. Voilà, quand c'est le moment pour vous, vous bougez les bras, la langue dans votre bouche, le cou, et puis vous ouvrez tranquillement les yeux. Bienvenue de retour. Eh bien, cher Pascal, cher Andra, un grand merci. Je pense qu'on peut les applaudir. Je voulais juste dire la dernière chose sur l'invitation par rapport à où vous vous trouviez sur cette roue. L'invitation soit de prendre soin, soit de faire pousser, soit de les faire mûrir, et d'aller dans le sens de cette germe de lumière qui, on espère, a émergé chez vous grâce à ce partage. Moi, j'ai pris grand plaisir à être dans l'échange avec Pascal et à réfléchir ensemble, à raisonner. Et on espère que, enfin moi j'espère en tout cas que vous avez pris plaisir à cet échange en live en quelque sorte, avec du cadre, mais avec une forme de résonance et d'intelligence collective. Moi j'ai beaucoup apprécié. Et merci à tous.